Imaginez un instant, un best-seller du Moyen-Âge, une grande histoire d'amour, qui se fait pirater à mi-chemin par un autre auteur. C'est l'histoire incroyable qu'on va explorer aujourd'hui, celle d'un poème qui a été complètement détourné pour devenir, autre chose. Alors, pour bien comprendre, on doit voyager dans le temps. On se retrouve au XIIIe siècle. C'est l'époque des chevaliers, des dames, de l'amour courtois. Et au cœur de tout ça, il y a un poème, le roman de la rose. Sauf que ce poème a un secret, un énorme secret. Son premier auteur meurt avant de le finir. Et pendant 40 ans, rien. Puis, un deuxième auteur arrive et décide de le terminer. Mais attention, il ne se contente pas de finir l'histoire, il la fait complètement dérailler. Il la dynamite de l'intérieur. Bon, avant de parler du pirate, revenons au commencement. Pour bien mesurer le choc, il faut comprendre ce qu'était le poème au départ. Quelle était la vision du premier auteur, Guillaume de Lorris? Alors Guillaume de Lorris, lui, il écrit ce qu'on appelle un poème allégorique. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est assez simple. C'est un rêve. Le narrateur, qu'on appelle l'amant, veut conquérir sa bien-aimée, symbolisée par une rose. Et pour y arriver, il doit traverser un jardin magique où tous les personnages sont en fait des idées ou des émotions. La jalousie, la peur, le plaisir, ce sont de vrais personnages qui lui parlent et agissent. Et ce jardin, il est vraiment peuplé de tout un tas de personnages hauts en couleur. On a Oiseuse, l'oisiveté, qui tient la porte. Il y a Amour, bien sûr, qui tire ses flèches. Bel Accueil, qui, comme son nom l'indique, est plutôt sympa et aide notre amant. Et puis, il y a les ennemis. Le plus terrible, c'est Danger. Attention, danger, ça ne veut pas dire danger comme aujourd'hui, c'est plutôt la résistance ou la défiance de la dame. Un gardien bourru et menaçant qui protège la rose. Et il a des alliés, comme la honte et la peur. Bref, c'est pas gagné. Et c'est là que tout s'arrête. Brutalement. Guillaume de Lorris meurt avant d'avoir pu finir son histoire. Il nous laisse avec l'amant au fond du trou, désespéré devant le château où sa rose est enfermée. Un cliffhanger qui va durer 40 ans. Et là, 40 ans plus tard, coup de théâtre. L'histoire reprend. Un nouvel auteur s'empare du manuscrit et décide de le continuer. Son nom, Jean de Meun. C'est le début du grand piratage poétique. Et alors là, le changement est radical. Ce n'est pas une suite, c'est une OPA hostile. Le ton délicat et idéaliste de Lorris, remplacé par le cynisme brutal de Jean de Meun. Le sujet, l'art d'aimer, oublié. On passe à la nature de la réalité. C'est le jour et la nuit. Le poème gracieux et allégorique devient une sorte de monstre vigoureux et encyclopédique. Pour bien comprendre la déflagration que représente la deuxième partie, il faut se souvenir de l'ambiance de la première. Replongeons-nous un instant dans ce monde très codifié, ce rêve de Guillaume de Lorris. Dès le tout début, l'intention est claire. Lorris nous dit « Si est le roman de la rose où l'art d'amour est tout en clause ». En gros, voici le livre qui contient tout l'art d'aimer. C'est un manuel, un guide complet sur la façon de se comporter en amour courtois. Tout est dit. Et ce n'est pas une blague, hein. Le dieu amour donne une liste de commandements très stricte à l'amant. Il faut servir et honorer toutes les femmes, bien sûr. Éviter l'orgueil, bien s'habiller, être joyeux, chanter, danser, mais aussi donner son cœur à une seule personne et souffrir pour elle, passer des nuits blanches à penser à son amour et même aller jusqu'à embrasser la porte de sa maison. C'est vraiment la panoplie complète de l'amoureux transi de l'époque. Ok, on a bien en tête ce monde poli et idéalisé? Parfait. Maintenant, on oublie tout. Jean de Meun arrive et on entre dans une dimension complètement différente. C'est la partie radicale qui commence. Alors la question se pose, de quoi est-ce qu'il a bien pu parler? Est-ce qu'il a fait en sorte que l'amant conquiert la rose? Pas vraiment. En fait, au lieu de continuer l'histoire, il s'est servi du poème comme d'un prétexte pour parler d'absolument tout le reste. Il fait exploser le récit en des milliers et des milliers de vers de digression. Et quand on dit de tout, c'est vraiment de tout. La petite romance est complètement noyée sous un torrent d'idées. On a de la satire brutale, il se moque des femmes, des moines, de l'hypocrisie de l'Église. On a de la science, des pages entières sur l'optique, l'astronomie, l'alchimie, de la philosophie, avec des débats sur le libre arbitre ou la beauté, et même de la politique, avec des théories sur l'origine du pouvoir. C'est devenu une sorte de Wikipédia du XIIIe siècle, mais en vers. Et certaines de ces idées sont carrément subversives pour l'époque. Tenez, écoutez ça. Un grand vilain entre eux et lure, le plus ossu de quand qu'ils furent. Ça veut dire qu'au tout début, les hommes ont élu comme chef le paysan le plus costaud, celui qui avait les plus gros os. C'est une remise en cause totale du droit divin des rois. Il dit en gros que le pouvoir vient du peuple. C'est une idée d'une modernité absolument stupéfiante pour le XIIIe siècle.
Du coup, les personnages de Guillaume de Lorris, comme Raison ou Ami, sont complètement transformés. Ils ne sont plus là pour aider l'amant dans sa quête amoureuse. Non, ils deviennent des prétextes, des porte-paroles qui se lancent dans des monologues interminables, de véritables conférences universitaires de plusieurs milliers de vers sur la science ou la philo, et souvent avec un ton très, très cynique. Alors, au final, on se retrouve avec ce poème schizophrène, écrit à deux mains, à 40 ans d'intervalle. Mais pourquoi est-ce que cette œuvre, un peu bancale, a eu un tel impact dans l'histoire? Eh bien, parce que ce n'était plus seulement un poème, c'était devenu un champ de bataille culturel. Si on regarde la chronologie, c'est limpide. Vers 1230, on a le rêve chevaleresque de Loris. 40 ans plus tard, le piratage intellectuel de Jean de Meun. Et après ça, pendant plus d'un siècle, le poème déclenche une controverse énorme, la querelle de la rose, où des intellectuels s'écharpent sur son immoralité supposée. Et finalement, au XVIe siècle, il devient une source d'inspiration majeure pour les auteurs de la Renaissance, comme Chaucer en Angleterre. C'est une trajectoire complètement folle. En fait, on pourrait dire que ce poème est à la fois deux choses. D'un côté, c'est le dernier grand soupir, magnifique et nostalgique, du monde de la chevalerie. Et de l'autre, c'est le premier souffle, un peu brouillon, un peu désordonné, de l'esprit nouveau de la Renaissance. Cet esprit critique, curieux et un peu cynique. Ce n'est ni la fin d'une époque, ni le début d'une autre. C'est la photo parfaite du moment où tout bascule. Et c'est ça qui le rend si fascinant. Au final, on ne sait toujours pas vraiment comment le classer. Est-ce que c'est le dernier chef-d'œuvre du Moyen-Âge ou le tout premier texte du monde moderne? La question reste ouverte. Et c'est peut-être ça son plus grand héritage.